Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Talent BGE, entreprendre par passion, rêve ou opportunité. Merci d'être connectés, on voit que vous êtes déjà nombreux et nombreuses. Bonjour Dorothée, bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Je vous ai partagé une petite présentation sur laquelle qui doit s'afficher normalement sur votre écran. Donc rapidement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je vais vous présenter BGE. BGE, on est un réseau d'associations à but non lucratif qui accompagnent les entrepreneurs ou les porteurs de projets partout en France. Donc, on a 569 lieux d'accueil, 29 associations ou scopes, 1350 collaborateurs salariés qui sont des experts de la création d'entreprises. Et chaque année, on accueille environ 123 000 personnes. Sur ces 123 000 personnes, on en a 34 000 qui sont des entrepreneurs ou qui vont le devenir, 18 000 nouvelles entreprises créées chaque année avec BGE et 65 000 personnes qui sont accompagnées ou formées à l'entrepreneuriat. Et donc, parmi ces personnes, on a eu le plaisir d'avoir Lydia et Estelle, qui sont nos intervenantes aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, Estelle a créé un studio de pole dance qui s'appelle Momentum et Lydia un complexe qui s'appelle Sport Indoor. Mais je vais les laisser en parler, elles le feront beaucoup mieux que moi. Estelle. Enchantée tout le monde. Du coup, moi c'est Estelle. Je suis la fondatrice de Momentum Studio, donc un studio de pole dance qui est au centre-ville de Strasbourg. Ce studio a été créé il y a maintenant 2 ans, tout juste 2 ans d'ailleurs. Et mon ambition, en fait, lorsque j'ai créé ce studio, c'était vraiment de proposer une nouvelle manière de faire du sport qui change du schéma classique de la salle de sport. Je propose pas mal de disciplines, donc la pole dance, ça vous l'avez compris, mais aussi d'autres disciplines complémentaires comme le yoga, le pilates, le renforcement musculaire, le stretching et la danse. Il y a vraiment beaucoup de choses, ce qui me permet de varier un peu mon offre. Et globalement, ma cible, donc ce sont essentiellement des femmes, mais on a aussi quelques hommes, jeunes et moins jeunes, qui ont vraiment un point commun qui est de trouver une dimension un peu plus artistique et plus humaine dans le sport. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a créé avec Momentum, puisqu'on propose en fait des cours en petits groupes. Et le but, c'est vraiment de garder une ambiance très bienveillante. Et voilà, l'objectif globalement, c'est vraiment, c'est pas juste de faire du sport, c'est vraiment de se reconnecter à son corps et améliorer l'image qu'on a de soi, qui est parfois pas toujours très bienveillante. Et voilà, pour faire simple, je vous dirai la suite plus tard. Merci beaucoup, Estelle. Hop. Donc, la petite page de présentation pour Sport Indoor. Donc, bonjour, je m'appelle Lydia Chalabi, j'ai 45 ans, je suis la présidente de Sport Indoor. Alors, Sport Indoor, c'est un lieu de vie, un complexe sportif situé dans Lyon, à proximité de Sens. C'est 2 structures indoor de 2100 mètres carrés où l'on propose diverses activités sportives, comme son nom l'indique. Donc, on a du golf, de la pétanque. Très récemment, très récemment, on propose du padel et on organise au sein de cette structure différents événements, pas forcément sportifs. Et voilà. Merci pour la présentation. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour nos participants, regardez bien à côté de votre onglet de chat où vous venez participer, où vous nous avez salué. N'hésitez pas d'ailleurs à discuter entre vous. Merci à ceux qui, à l'entraide, on voit qu'il y a quelqu'un qui avait du mal à se connecter et que des personnes ont essayé. Vous avez donc juste à côté de l'onglet chat un onglet questions. Ce sera le bon endroit si vous souhaitez poser des questions à nos intervenantes. C'est là qu'il faut les mettre parce que sinon elles vont se perdre dans le flot du chat. Et quand vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à regarder les questions qui ont été posées avant parce que vous pouvez voter pour les questions que vous trouvez les plus intéressantes. Donc nous, à la fin du webinaire, on se garde un quart d'heure pour répondre à vos questions et on les prendra dans l'ordre de celles qui auront recueilli le plus de votes. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Merci à vous. Et puis, vous avez aussi un onglet avec les liens utiles. Vous avez notamment
comment trouver la structure BGE la plus proche de chez vous, s'inscrire à notre newsletter si vous voulez trouver des bonnes informations, et puis la chaîne YouTube sur laquelle il y aura le replay, parce que oui, il y aura bien un replay, il devrait être posté aujourd'hui dans la journée sur notre chaîne YouTube. Voilà, on peut maintenant se lancer dans la première partie de ce webinaire, à savoir la passion comme moteur entrepreneurial. Parce que chez BGE, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui entreprennent parce qu'ils ont une passion, que ce soit un métier, un savoir-faire, une cause ou un engagement personnel. Et entreprendre, en fait, ce serait pour eux transformer cette passion en activité viable. Donc la passion, ça peut être un déclencheur, aussi un moteur de persévérance et de motivation. Quand les moments sont plus difficiles, ça peut être aussi un facteur de différenciation, parce qu'un passionné, il va beaucoup mieux parler de ce qui l'anime que quelqu'un qui a juste une activité commerciale. Mais ça peut aussi être un risque, parce que comme c'est quelque chose qui nous anime vraiment, on peut, si c'est pas structuré, peut-être partir un petit peu trop dans tous les sens. Donc, l'idée, c'est maintenant de laisser la parole à Lydia pour qu'elle nous raconte quelle était sa passion au départ et comment est né Sport Indoor. On t'écoute, Lydia. Alors, moi, j'ai avant Sport Indoor. Sport Indoor, c'est une reconversion professionnelle. J'avais passé auparavant 23 ans dans l'industrie pétrolière. J'étais directrice qualité monde pour un groupe pétrolier et je suis tombée malade. J'ai fait un burn-out très sévère. Et donc, quand je suis revenue prête à reprendre une activité professionnelle, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui ait du sens pour moi. J'étais golfeuse, j'ai golfé, je golfais depuis plus de 10 ans, où je pouvais rentrer de 12 heures de vol dans un avion et je rentrais, je jetais la valise et je reprenais le sac de golf pour repartir sur les terrains. Et donc, je me suis posé la question et je me suis dit, pourquoi pas avoir quelque chose qui a du sens, quelque chose qui m'anime et créer quelque chose autour du golf. Donc, c'est comme ça qu'est né Sport Indoor au départ, en se disant, voilà, il faut que je trouve quelque chose autour du golf. Il n'était pas question d'ouvrir un golf à proprement dit. Et j'avais eu la chance, lors d'un de mes voyages, d'essayer le golf indoor à Singapour. Donc, on a des conditions réelles de golf, sauf que c'est virtuel, on est en intérieur. Donc, c'est assez sympa pour les golfeurs. Et dans Lyon, il y a pas mal d'intempéries. Et donc, c'était de se dire, voilà, on va créer ça, ça va m'animer, c'est autour de ma passion, ça va être super méga chouette. Et en plus, pourquoi pas, je vais même pouvoir golfer directement quand je veux, comme je veux, en permanence. J'ai commencé les études de marché pour voir un petit peu ce qu'il en était. Il y avait du potentiel, pourquoi pas. Et derrière, il s'est avéré que quand même, ça avait ses limites. Donc, le projet a un petit peu grossi. Il fallait vraiment compléter. Déjà, une structure qui propose une seule activité, c'est pas viable. Donc, il a fallu un petit peu étouffer et le projet, petit à petit, a grossi au fil de l'eau. D'accord, superbe. Et toi, Estelle, qu'est-ce que c'était ta passion et qu'est-ce que tu en as fait? Bon, du coup, oui, vous l'avez deviné, moi, ma passion, c'est la pole dance. Et en fait, pour le coup, moi, je fais de la danse depuis toute petite. Et assez rapidement, quand j'ai commencé à entrer dans la vie active, j'ai cumulé en fait 2 métiers. Donc je travaillais dans la communication, j'avais un CDI à temps plein dans la communication et j'avais une micro-entreprise et du coup je donnais des cours de pole dance le soir. Et j'ai fait ça pendant au moins 4 ans. Et il y a maintenant 4 ans justement, j'ai décidé de faire une pause dans ma vie. Alors, j'adorais mon métier, j'adorais mon mode de vie, mais j'avais quand même besoin de faire une pause. C'est toujours important de faire des pauses. Et du coup, je suis partie en voyage et j'ai vraiment lâché mon job, mon appart et j'ai quitté Strasbourg. Et je suis partie pendant 7 mois. Et bon, forcément, lorsqu'on est loin de notre mode de vie habituel, on a le temps de se poser les bonnes questions. Et en fait, c'est là que le projet de Momentum a commencé à émerger. Et du coup, lorsque je suis rentrée de ce voyage, donc j'avais cette idée en tête, mais je n'étais pas encore tout à fait sûre de me lancer dans le projet.
parce que forcément, je suis passionnée, donc c'est forcément un projet qui me faisait rêver, mais en même temps, je voulais m'assurer que c'était possible et qu'il y avait bien une demande pour ça, en fait. Et j'ai fait une étude de marché dès mon retour à Strasbourg. J'ai eu des super résultats, donc j'étais très contente. En fait, j'avais déjà un réseau forcément dans le milieu en Alsace, puisque j'ai donné des cours pendant longtemps là-bas. Et du coup, je me suis vraiment aperçue qu'il y avait une vraie demande pour ça, quoi. Clairement, à Strasbourg, avant que Momentum soit créé, il y avait vraiment une offre très très limitée et une demande exponentielle. Donc j'attendais juste ce feu vert pour me lancer et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai travaillé avec BGE. Forcément, si je suis là, vous l'avez deviné, c'est que j'ai travaillé avec BGE. Et c'est avec BGE donc, que j'ai monté mon business plan, qu'on a un peu travaillé là-dessus. Et c'est aussi avec BGE que j'ai monté les dossiers aussi pour faire mes demandes de financement. Parce que deuxième difficulté, j'avais pas un sou en poche. Forcément, je revenais d'un voyage en même temps, c'est normal. Mais du coup, pas facile de monter un projet comme ça sans argent. Donc, bon, j'ai quand même réussi à trouver des financements. Et 8 mois après, le studio est né. Et en fait, ce qui est super beau dans tout ça, c'est que avant même d'ouvrir le studio, j'avais déjà une trentaine d'abonnés. J'avais déjà vendu une trentaine d'abonnements. Et ça, je pense que c'est grâce à la passion, justement, parce que c'était des clientes qui me connaissaient, qui étaient passionnées elles aussi. Et en fait, elles avaient vu ni photo du lieu, elles connaissaient pas la liste des coachs qui allaient enseigner. Et malgré ça, elles m'ont quand même fait confiance. Donc, ça rejoint un peu ce que disait Claire au début, c'est que la passion, clairement, ça nous aide à être plus convaincants parce que forcément, on a envie de transmettre notre passion, quoi. Et par contre, tout de même, je pense que si le studio est aussi bien développé aujourd'hui, c'est pas juste grâce à la passion, c'est aussi beaucoup de travail et une étude constante de la clientèle, en fait. Merci Estelle. Question à toutes les deux. Est-ce que le fait que vous soyez passionnés par l'une et l'autre, par des choses qui vous ont donné envie de créer une entreprise, est-ce que cette passion-là, quand il y a des moments difficiles, c'est quelque chose qui vous aide à tenir? Alors, au départ, pour créer le projet, moi, réellement, oui. Mais il y a quand même une réalité, il ne faut pas se voiler la face, c'est qu'aujourd'hui, dans toute la panoplie et la liste d'activités que je propose, ma passion, c'est-à-dire le golf, est l'activité qui fonctionne le moins. C'est une réalité. Et il faut en tenir compte aussi, parce que je pense que voilà, dès le départ, on est parti, c'est l'engouement, forcément, c'est génial. Et il y avait des choses que j'avais peut-être un petit peu sous-évaluées au départ, en me disant, je propose une activité inédite, tous les golfeurs vont être à fond, c'est juste génial. Mais il y a des choses qui se passent entre-temps. Il faut que la clientèle vienne déjà, il faut que la clientèle découvre, il faut que... Et je pense que, bon, là, j'ai 18 mois d'activité maintenant, et avec le recul, j'avais un petit peu sous-évalué cette partie-là de, avant que le client... Alors, une fois que le client est au centre, voilà, je suis sincère, donc j'arrive à l'embarquer, il essaye, je pense que l'activité est top, ça fait la une de magazines, de Figaro, aux États-Unis, un bel engouement autour du golf indoor, donc ça m'a quand même bien servi. Mais voilà, il y a des limites. Donc, est-ce que c'est moteur? Au début, oui. Et parfois, maintenant, au quotidien, ça peut être justement une peur et une frustration parce que ça ne fonctionne pas comme on le voudrait. On est des chefs d'entreprise, donc notre quotidien aussi, et comme disait Estelle, c'est de rebondir en permanence, de s'adapter aux besoins des clients. Et moi, j'ai dû trouver, par exemple, d'autres fonctionnalités à mes simulateurs de golf, faire de la projection, des matchs de foot ou d'événements sportifs sur écran géant, faire de façon à pouvoir, à un moment donné, créer de l'activité indirecte pour pouvoir générer du chiffre d'affaires. Oui, et puis j'imagine aussi rentabiliser des équipements sur Et lesquels il y a eu des gros investissements. Exactement. Ouais. Et est-ce que vous diriez l'une et l'autre que vous passez, maintenant que vous avez créé votre entreprise, vous passez plus ou moins de temps sur les terrains de golf ou à pratiquer la pole dance? Ah ben ça, c'est un peu le risque, hein, c'est que la passion n'est plus vraiment une passion parce qu'on n'a plus le temps en fait de la pratiquer vu que c'est un travail, quoi. Donc
Moi, dans mon cas, clairement, je passe beaucoup moins de temps à pratiquer. Et ça a été un vrai problème la première année, justement, où je me suis plus du tout entraînée. Alors, c'est dommage, c'est quand même de là qu'est né ce projet, quoi. C'est de ma passion. Et pour le coup, j'avais plus du tout envie de m'entraîner. C'était vraiment devenu un travail, quoi. Donc, c'est un juste milieu à trouver tout le temps, je pense. Et je suis tout à fait d'accord avec Estelle et j'ai exactement la même chose. Je golfe beaucoup moins. C'est notre lieu de travail, ça devient notre lieu de travail. Donc, on y passe déjà beaucoup de temps. Au début, c'était génial. J'ai tous les copains qui me disent, tu vas devenir la grande championne, tu peux t'entraîner H24 si tu le souhaites. Et non, c'est pas vrai parce qu'en effet, on y passe beaucoup de temps. Et à la fin, on n'a qu'une envie quand le travail est terminé, c'est de rentrer à la maison, faire d'autres choses. Et puis, on va pas se voiler la face. Le travail d'entrepreneur, c'est pas que le quotidien. Il y a de l'administratif aussi à gérer en parallèle. Il y a d'autres choses. Et si on veut se garder un petit peu de temps aussi pour nous, parce que on a une vie à côté d'être entrepreneur, on a des familles, on a des amis, on a une passion. Mais des fois, si on veut continuer à combiner tout ça et garder un petit peu ce côté social, la passion, on met un petit peu un mouchoir dessus. Mmh. Bah oui, en fait, c'est un petit peu ça, hein. La passion, elle va pas non plus remplacer des compétences entrepreneuriales et elle garantit pas la rentabilité de l'activité. Donc ça peut être un avantage concurrentiel vraiment fort et ça permet aussi, comme le disait Estelle, ça permet de toucher d'autres passionnés aussi plus facilement. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Hem la... Donc, il faut trouver un modèle économique qui soit vraiment viable. Elle peut se transformer en entreprise rentable à partir du moment où elle rencontre un besoin, un marché, un modèle économique qui tient la route et une stratégie claire. Donc, en réalité, la question, c'est pas est-ce qu'il faut entreprendre par passion, mais ce serait plutôt comment transformer une passion qui elle, existe en une opportunité qui soit viable. Euh, Estelle, tu peux nous raconter un petit peu les étapes que tu as suivies pour le Oui, développement de nos... oui, bien sûr. Déjà, je voulais, juste pour rebondir sur ce que tu disais, voilà, et pour rebondir sur ce que tu disais juste avant aussi, reconfirmer le fait qu'effectivement, c'est important d'être passionné parce qu'on est plus convaincant, c'est ce qu'on a dit. En plus, moi, dans mon cas, mon cœur de métier, c'est de transmettre ma passion, vu l'entreprise que j'ai, donc forcément, c'est essentiel. Mais il y a quand même un piège dans lequel on peut tomber, et c'est vraiment de favoriser la passion et d'oublier la partie économique, quoi. Et ça, c'est pas viable, en fait, c'est juste pas possible. Et moi, je sais qu'au lancement de l'entreprise, c'était vraiment difficile pour moi. C'est un peu le sujet sur lequel j'ai dû beaucoup travailler, parce qu'en fait, il a fallu que je me place en chef d'entreprise avant de me placer en professeur de pole dance, quoi. Et ça, c'était pas facile, et notamment sur la question des prix. Parce qu'en fait, forcément, en tant que passionnée, j'avais envie de rendre ça ultra accessible pour que tout le monde puisse tester. Mais sauf qu'en fait, il ne faut pas oublier la rentabilité, sinon ça ne fonctionne pas. Et du coup, définir le prix, ça a été super dur. Et je sais que justement, 1 mois, 2 mois avant l'ouverture du studio, j'ai changé tous mes prix en fait. Parce que donc déjà, j'avais envie de rendre ça très accessible, mais en même temps, il y a quand même des éléments à prendre en compte. Donc forcément, j'ai dû monter mes prix. Et en plus, j'ai eu un deuxième problème, et je pense que c'est le cas de tous les entrepreneurs avec un E, c'est le cas souvent pour les femmes, c'est que parfois, lorsqu'on démarre, on ne se sent pas légitime, ou alors on a du mal à évaluer la valeur de notre offre, on a tendance à se sous-estimer, voire se brader. Et c'est dommage, quoi. Et je crois que c'est vraiment un piège dans lequel beaucoup de femmes tombent. En tout cas, tous les entrepreneurs que je connais ont eu ce problème à un moment. Et du coup, je pense que ouais, c'est vraiment essentiel de prendre de la hauteur et se faire accompagner dans ces cas-là, en fait. Parce qu'il faut une personne externe pour nous aider. Et moi, c'était justement, encore pour rebondir sur BGE, c'était le cas de mon coach, en fait. Il m'a aidé là-dessus parce que moi, j'avais vraiment, vraiment du mal à définir le prix, quoi. Du coup, je pense que c'est essentiel de prendre l'aspect économique avant tout. Et bien sûr, on n'oublie pas la passion. Moi, clairement, si j'arrive à transformer une cliente qui vient une première fois en abonné, c'est grâce à la passion tout de même. Mais il faut quand même un business model costaud derrière, en fait. Mm. C'est très juste ce que tu dis, Estelle.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lydia? Je rejoins pleinement Estelle. Ça a été vraiment le nerf de la guerre. On insiste beaucoup sur ça, c'est vrai, de dire les business plans, les études de marché, etc. Mais déjà, en fait, avec ces retours, on a déjà un petit curseur qui peuvent aussi calmer. Donc moi, BGE m'a vraiment aidé pour ça. C'est pareil, on va avoir des établissements bancaires, des financements. On peut arriver avec toute la passion du monde. Si on n'a pas des chiffres fiables, des choses quantifiées, voilà, les banquiers vont nous dire c'est très bien, madame, vous êtes passionnée. Mais sinon, ça va se passer comment dans la réalité? Même si, en plus, il faut tenir compte qu'on fait un business plan, mais que ce n'est absolument jamais ce qui se passe réellement à 100% dans la réalité. Moi, par exemple, je suis en indoor. Mon plus beau chiffre d'affaires, c'est au mois de juillet, où on se dit, voilà, donc il y a beaucoup d'impondérables, il y a déjà énormément de choses qu'on ne gère pas, en fait, derrière. On peut faire toutes les statistiques qu'on veut. C'était, moi, ma spécialité, de par mon précédent métier. Allez, si je rentre dans 20% des stats que j'ai fait, je serais déjà, ça serait déjà très, très bien. Et donc, en fait, ça permet aussi d'avoir un fil conducteur auquel se raccrocher parce qu'on s'est engagé sur des chiffres, on s'est engagé sur des choses pour que notre modèle soit rentable. Et en tout cas, pour ma part, ça, moi, ça me sert de fil conducteur pour savoir où j'en suis par rapport à mes ventes, où j'en suis par rapport à mes prévisionnels, où j'en suis et si ce n'est pas atteint, de réagir. Réagir parce que on se rend compte que il n'y a pas les chiffres. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, le golf, ça n'a pas fait exactement ce que j'avais prévu. Et de trouver d'autres solutions pour pouvoir rebondir quand ce n'est pas fait. Si on est un petit peu dans la nébuleuse comme ça et comme on dit passionné, et même en ayant ces chiffres, parfois c'est difficile parce que c'est notre bébé, c'est notre projet. Donc là, si je veux être tout à fait honnête et franche, il faudrait, j'ai investi dans 3 simulateurs. Aujourd'hui, économiquement, si j'avais pas trouvé d'autres solutions alternatives, il aurait fallu que j'en coupe un, définitivement. Les chiffres étaient là, le couperet était tombé. On parle également de prix, faire un prix de vente. Alors moi, j'avais pas vraiment, ça a été un petit peu la difficulté, j'avais pas vraiment, n'ayant pas de structure équivalente à proximité. On peut se dire, voilà, on peut essayer des fois de calquer quand on est dans certaines activités où il y a déjà un bassin existant et de se dire, voilà, c'est à peu près ça les prix marchés que les clients sont prêts à mettre. Moi, j'avais en données d'entrée, bon, ou alors des très gros clubs dans des très grosses villes, mais on n'a pas ce pouvoir d'achat dans Lyon, ou alors le prix d'un parcours de golf. Mais c'était pas bon aussi, parce qu'un client, ce qu'il faut se dire, voilà, un parcours de golf, il connaît. Là, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est quelque chose de nouveau. Donc, comment est-ce que je l'amène et c'est là où on peut imaginer plein de choses, des séances découvertes, où on peut imaginer. Moi, j'ai réussi à percer en proposant justement des abonnements, parce qu'un prix à l'heure était beaucoup trop cher. Les gens ne venaient pas spécialement. Donc voilà. Ouais, c'est très, très important d'étudier son tarif Mm. et pour la rentabilité, mais aussi, pour que ce soit accessible. Peut-être, on préfère avoir, plus de personnes qui vont venir, mais qui vont payer, individuellement moins, pour aider à faire décoller les choses et ça peut être un très bon choix, bien sûr. Est-ce que votre activité, elle correspond à à la façon dont vous l'aviez vue au début? Tu peux répondre Alors, si tu veux, ou Oui, Lydia. vas-y, Estelle. Oui et non. Bon, j'avais clairement imaginé un studio de pole dance, qui est le cas aujourd'hui, mais j'avais laissé une grande part au yoga au début parce que c'est ma deuxième passion, je n'en ai pas parlé. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas pris parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur le yoga à Strasbourg et aussi peut-être que dans la tête des gens, ça colle pas trop ensemble. Et du coup, j'ai vraiment très peu de cours de yoga. J'en ai quand même parce que je tiens à les garder, mais très très peu. Et c'est pas forcément ce que j'avais imaginé au début. Et pareil, au début, j'avais imaginé une quinzaine de cours semaine.
Et bon, là, c'est plutôt positif. Ou là, en fait, on est à 39 cours semaine, donc ça, c'est génial pour le coup. Mais je pensais pas que ça aurait pris cette ampleur et je pensais pas que ce serait autant axé pole dance et danse. Je voyais plus un studio de bien-être au départ. Donc, comme quoi, en fait, il faut s'adapter à la clientèle, quoi. Bien sûr. Voilà, tout en gardant quand même, j'avais quand même des valeurs de base que j'ai conservées, mais j'ai dû un peu ajuster. Ouais. Et j'ai dû ajuster aussi, pour ma part. En fait, je pense que c'est ça le mot d'ordre, c'est d'ajuster en permanence. Alors, est-ce que ça ressemble? Alors, ça ressemble, oui, parce qu'il y a quelque chose qui ne change pas quand même. Ce sont des valeurs d'entreprise, des choses que je voulais apporter au sein de ma structure, un état d'esprit. Donc ça correspond à 100%, puisqu'on pilote au quotidien. Notre clientèle, on dit que notre clientèle nous ressemble, et je pense que c'est vrai en partie, ou alors sinon elle ne revient pas. Et donc le tri est très vite fait. Mais c'est aussi important d'être en permanence sur le terrain et d'écouter ses clients. C'est peut-être bête ce que je dis, c'est peut-être l'évidence, mais voilà, écouter ses clients. Donc il y a un premier point, écouter ses chiffres, même si on n'a pas envie de les voir, ils sont là. Et écouter sa clientèle parce que sa clientèle, c'est elle qui nous fait vivre en fait à la fin. C'est elle qui nous fait avancer, c'est elle qui nous fait et donc se réajuster en permanence. Moi, j'ai envie de dire, en fait, quand on est chef d'entreprise, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est on a un petit peu des funambules, on est sur un fil comme ça au quotidien. On marche, on avance, on essaie de se mettre son filet de sécurité quand même pour essayer d'avoir un minimum de stabilité. Et ça, on peut le faire avec des chiffres. Mais ouais, alors ça ne correspond pas à 100%, mais on peut garder quand même aussi un petit fil conducteur avec certaines choses. Claire, je peux rebondir sur ce que Lydia a dit. Oui, bien sûr. Parce que pareil, je voulais insister sur le fait pareil que moi, la première année, c'est plus un témoignage pour le coup, je tenais vraiment à m'occuper de mes KPI toutes les semaines. C'est-à-dire que chaque vendredi, en fait, je faisais le point sur la semaine et ça me prenait 2 heures, mais du coup, c'était quand même essentiel pour vraiment ajuster, comme on disait. Parce que ouais, le risque, c'est aussi de se laisser un peu porter par ce qu'on aime et puis voilà quoi. Mais du coup, ouais, là-dessus, je tenais à le faire vraiment toutes les semaines et je pense que c'est important de le faire. En fait, il ne faut pas oublier les chiffres, quoi. C'est le plus important. C'est ça. Mais j'apporterai moi une nuance. Je pense qu'il faut quand même à chaque fois prendre du recul et le nuancer parce qu'il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Parce que pour ma part, ça peut vite être anxiogène. Voilà, je suis dans des choses où c'est complètement aléatoire. Et au début, c'était les crises de panique parce que les chiffres sont pas faits, les chiffres sont pas faits, les chiffres sont pas faits. Et au contraire, moi, ça me bloquait. Et il faut vraiment, très honnêtement, alors il faut réagir, il faut les regarder régulièrement, mais toujours garder en tête que un chiffre d'affaires, il ne se fait pas sur un mois. C'est pour ça qu'on a en général un exercice complet avant de prendre le recul. Donc, il faut les regarder, je suis d'accord, mais il faut aussi prendre du recul en se disant, bon, ok, c'est là, c'est un état, mais ça reste quand même lissé sur une globalité. Et typiquement, je reviens sur mon mois de juillet, qui est juste incroyable, qui m'a sauvée. J'ai doublé mon chiffre d'affaires en un mois. Et ça a fait du bien sur l'année. Et oui. Quelle serait la bonne fréquence pour regarder vos chiffres? Je pense que ça varie d'un entrepreneur au début d'entrepreneur à l'autre, mais globalement, pour chacune, qu'on se fasse une idée. Alors moi, j'ai les chiffres tous les jours. Tous les jours, je fais mes clôtures de caisse, donc je vois en fait ma tendance. Quand je parlais, pour moi, c'est vraiment journalier par semaine et par mois. C'est vraiment les points me concernant en tout cas et importants pour mon activité. Donc, pour vraiment être clair, je ne dis pas il ne faut pas regarder les chiffres. C'est pas du tout ce que je disais. Ce que je disais, c'est qu'il faut regarder les chiffres, mais avec un certain recul et en gardant toujours ce petit truc en tête qui dit bon, attention, c'est pas fini. Ça se joue pas sur une journée, ça se joue pas sur une semaine, ça se joue pas sur un mois. De façon à pas se bloquer, que ça devienne anxiogène si c'était pas fait. Après, moi, par exemple, j'ai un objectif journalier. Quand il est pas fait, je me dis, bon, demain, il va falloir remonter les manches, il va falloir faire autre chose.
Très bien. Et toi, Estelle, tu continues toutes les semaines? Je continue toutes les semaines. Il y a quelques fois où je ne fais pas toutes les semaines. Mais dans tous les cas, c'est toutes les semaines et tous les mois, quasiment tout le temps. Et par contre, oui, c'est vrai, Lydia a raison là-dessus. Il faut quand même prendre du recul parce que moi, je sais que j'ai tendance à réagir tout de suite, prendre des décisions tout de suite. Et en fait, ça, c'est c'est pas un bon truc à faire. J'avais une entrepreneur qui m'avait dit une fois qu'elle attendait 3 nuits avant de prendre une grosse décision. Au moins 3 nuits. Et en fait, je trouvais que c'était pas mal. Ça permet de vraiment prendre le temps de réfléchir, quoi. Mmh. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, en effet, on peut se dire que, entreprendre par passion, c'est beaucoup de force, mais il faut qu'elle soit adossée, on l'a vu, à un modèle économique viable. Il faut, regarder ses chiffres, et même c'est un des leviers de réussite, mais c'est loin d'être le seul. Et comme vous l'avez dit, bah, se faire accompagner, c'est pas un aveu de faiblesse, hein. Souvent, c'est un accélérateur parce qu'on n'a pas forcément tout le recul, parce qu'on peut avoir aussi des angles morts, et que une personne dont c'est le métier va pouvoir un petit peu mettre un petit coup de projecteur sur ces fameux angles morts pour s'assurer qu'on n'oublie rien, et que on va prendre les bonnes décisions. Donc oui, entreprendre par passion, ça implique un peu un arbitrage aussi entre bah, le plaisir et la réalité économique, et de trouver le bon équilibre. Et c'est justement de cet équilibre-là que l'on va parler dans notre dernière partie. Un petit peu bah, l'équilibre et puis la posture d'entrepreneur, parce que il y a beaucoup de questions qui émergent. Et puis, est-ce que le fait de travailler dans un domaine qui nous passionne vraiment, est-ce que ça change notre rapport au travail, à certaines de nos valeurs, à nous-mêmes, à nos choix. Donc, est-ce que, Lydia, tu as eu l'impression d'avoir changé le rapport à ta passion depuis que tu as ouvert Sport Indoor? Complètement. Complètement, parce que, bah, comme je le disais tout à l'heure, bah, c'est devenu un travail. Et je m'attendais vraiment pas, hein. J'étais, une grande passionnée, c'était, mon dada, ça m'animait, au quotidien. Je pensais golf, je dormais golf, je mangeais golf. Maintenant, je dors business, je mange business. Voilà, c'est un petit peu différent. Hem, mais alors pour moi, c'est une force, ça a été une force quand même de départ, et attention, hein, je ne regrette absolument rien. C'est pas du tout le discours. Si c'était à refaire, je referais des choses, mais peut-être, différemment. Tu disais tout à l'heure, dans l'accompagnement, il y a eu des questions, très pertinentes qui m'ont été posées, qui pour moi, voilà, c'était évident, mais qui nous permettent de prendre vraiment, ce recul-là. Donc ça a été moteur au départ. C'est encore moteur maintenant dans le sens où, bah, c'est toujours plus facile de vendre une prestation avec des choses qu'on aime, parce que j'aime toujours, hein, c'est une passion. Attention, ça reste toujours une passion, mais c'est une passion, complètement, différente, avec une approche complètement différente à partir du moment où c'est devenu, un métier. Très bien. Et toi, Estelle? Ben, je rejoins totalement Lydia, et je vais probablement beaucoup te répéter, Lydia, mais en même temps, c'est important, donc c'est pas plus mal. De toute façon, de base, je pense quand on est entrepreneur, c'est toujours un problème de dissocier vie pro et vie perso. Et je pense que lorsqu'on est un entrepreneur qui vit de sa passion, c'est encore pire. Ouais. Ouais, en fait, c'est clairement ça. Alors, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on aime notre métier, si on dissocie pas vie pro et vie perso, mais bon, en même temps, c'est dangereux aussi parce que du coup, on souffle pas et on pense tout le temps à ça. Et on l'a dit tout à l'heure, du coup, lorsqu'on entreprend de sa passion, on perd un peu la passion, ça devient un travail, quoi. Et ça, c'est un risque qu'il faut quand même prendre en compte. Parce que souvent, quand on se lance, on se dit qu'on va faire ça tout le temps. Moi aussi, je pensais que j'allais être une championne de pole dance. Pas du tout, loin de là. J'en rêve encore, mais bon, c'est compliqué quand même. Et en fait, oui, je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Bah, moi, pour le coup, j'adore ce que je fais. Je pense que je reviendrai jamais sur cette décision, vraiment. Je suis super contente de mon travail aujourd'hui. Mais par contre, c'est un rééquilibrage quotidien.
tous les trimestres, à chaque fois, je me pose et je me dis, mais mince, alors, je pratique plus. Enfin, c'est quand même ce qui me plaît à la base. Donc, il faut que je réorganise mon planning. Et en même temps, des fois, c'est un peu une corvée, surtout quand en plus on veut pratiquer dans son lieu de travail, là où il y a plein d'autres trucs à faire qui nous paraissent plus importants. Je ne sais pas si c'est plus important en fin de compte. Mais... Et du coup, ouais, c'est pas facile. Donc, je pense qu'il faut le savoir. C'est bien d'entreprendre de sa passion, mais il ne faut pas compter que là-dessus. Il faut aussi aimer faire tout le reste quand même, parce que si on n'aime ni la compta, ni la gestion, c'est un peu compliqué. Et en plus, ce qui n'est pas évident aussi, je trouve, c'est des fois, on a l'impression que, par exemple, typiquement, moi, dans mon cas, je n'entraîne pas des fois parce que je me dis, ah non, ça, c'est pas important de s'entraîner. Je devrais plutôt faire ma compta, je devrais plutôt préparer mes cours. Alors qu'en fait, m'entraîner, ben, d'une certaine manière, c'est aussi un travail parce que c'est en progressant que je vais pouvoir transmettre cette passion. Et ça, c'est compliqué aussi en France, je trouve, parce que, alors, on reconnaît les personnes qui entreprennent de leur passion, mais on a tendance aussi à leur dire, vous avez déjà de la chance de vivre de votre passion, donc vous n'allez pas encore vouloir en faire un vrai travail, quoi. Enfin, on entend souvent ça aussi, c'est pas évident, il faut le défendre un peu constamment. Donc c'est pas facile, mais ouais, voilà. Concrètement, c'est juste, voilà, il faut savoir que c'est un risque de perdre sa passion. Et c'est vraiment difficile de dissocier vie pro et vie perso, pour faire simple. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais radoter, je pense. Superbe. Et toi, Lydia, tu arrives à trouver l'équilibre? L'équilibre est très, très, très difficile. Là, je rejoins complètement Estelle. Alors déjà, je passe ma vie là-bas. Alors, je vois aussi le simulateur de golf. On va se répéter, hein, c'est marrant parce qu'on fait des choses complètement différentes, des métiers complètement différents, dans des contextes complètement différents. Mais je pense qu'il y a vraiment ce fil conducteur qui est de dire, ouais, au départ, je me suis dit, génial, je vais pouvoir, en fait, je vais même pas avoir l'impression de travailler, puisque je vais faire ce que j'aime. Donc, c'est génial, c'est top. Je vais pouvoir faire ce que j'aime et ça va me rapporter de l'argent. La réalité est un petit peu différente parce que et c'est pas parce qu'on est passionné qu'on est un bon entrepreneur. Je connais des gens qui vont être passionnés par plein de choses et qui pourraient entreprendre, essayer d'en vivre. Mais je pense que on le répète hein, depuis le départ, ce n'est pas qu'une passion, c'est aussi une gestion d'entreprise derrière. Et qui font que, à un moment donné, cette gestion d'entreprise, elle prend de la place quand même. Alors j'en avais conscience, hein, je ne suis pas en train de dire oh là là, c'est la découverte, mon Dieu, je pensais que j'allais vivre à Euro Disney toute la journée. Désolée pour le nom d'une marque, bon, peut-être que je peux le faire, ça va aller. On va pouvoir, mais en finalité, voilà, il y a des réalités, il y a des réalités qui sont là. Et en effet, comme je disais, à un moment donné, c'est soit on tient son entreprise et puis on met un petit peu le mouchoir sur la passion. Par contre, ça reste quand même là, ça anime quand même au quotidien. Moi, quand je vois des gens prendre plaisir à golfer chez moi, me dire c'est génial, en fait, on le fait plus enfin moi, pour ma part en tout cas, je le fais plus par procuration. Avoir les autres prendre du plaisir, avoir les autres passer un bon moment, avoir les autres me faire un retour globalement assez positif, qui sont alignés avec ce que je pensais au départ, que c'est un outil génial, que c'est... en fait, ouais, c'est ça. Je m'alimente par procuration. Ouais. Et ça marche, hein. Moi, Ça fonctionne. Le prisme est juste décalé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous arrivez vraiment à vivre de votre passion l'une et l'autre? Vous arrivez à vous rémunérer? Alors, honnêtement, moi, je suis à l'équilibre, mais c'est pas, je le répète, c'est pas grâce au pôle passion. J'ai un petit peu diversifié toute l'offre avec de l'événementiel, avec différentes activités. Donc aujourd'hui, oui, on rentre dans les clous, parfois difficilement, mais on y arrive. Mais pas de l'activité phare à laquelle j'avais pensé au départ. D'accord. Et toi, Estelle?
Et moi, dans mon cas, alors oui, j'arrive à me rémunérer, donc c'est déjà super, mais pas forcément à la hauteur du travail fourni. Mais bon, ça, de toute façon, je pense que tout entrepreneur le dira. Mais non, non, je suis contente. Moi, j'ai commencé, j'étais demandeuse d'emploi, donc c'était un vrai soutien pour moi, pour le coup. Et, euh, et ensuite, par contre, voilà, depuis juillet, j'arrive à me rémunérer, donc c'est vraiment cool. C'est parfait. Je suis en train de regarder un petit peu les questions qu'on avait préparées. Et je pense qu'on a à peu près fait le tour des choses qu'on s'était dites. On va pouvoir aller regarder dans l'onglet questions les questions que nous ont préparées nos participants et nos participantes. Vous pouvez continuer à voter sur ces questions. Je vais hop, démarrer les réponses. Donc, la question sur laquelle on a eu le plus de votes, c'est la question de Nadège qui nous dit au final, quel est votre pourcentage entre la partie entrepreneur, administration, prospection, et le cœur de votre métier passion, par exemple, et ensuite par rapport au salariat, comment ça a évolué? Alors moi, dans mon cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a 30% qui est dédié à mon cœur de métier, donc donner des cours de pole dance, et le reste sur la partie entrepreneur. Après, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que j'aime bien être entrepreneur, mais c'est sûr que la passion, c'est pas l'entièreté de, ce pas ce qui va remplir ma journée en tout cas. Après, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question par rapport au salariat parce que moi, dans mon cas, Bah, Oui, oui. aussi. à l'époque où tu étais salarié, le curseur entre le temps que tu passais à ton travail et le temps que tu passais à exercer ta passion, Ah oui. on était encore sur 30% ou Bah, en fait, c'était différent parce que là, vu que ma passion est devenue mon travail, c'est un peu délicat à comparer en fait. Parce que, alors par contre, quand j'étais salariée, effectivement, c'était peut-être quelque chose comme 95,5, mais en tout cas, les 5% où je faisais ma passion, c'était vraiment du loisir pour moi, quoi. Alors que maintenant, c'est du travail aussi. En fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas vraiment faire la distinction entre travail et passion quand on est entrepreneur. C'est la même chose. hmm. Sauf qu'effectivement, voilà, dans mon cas, moi, il y a un travail qui est plus passionné là, quand je donne des cours et que je vois mes clientes, c'est génial. Puis un travail un peu plus redondant qui est la compta, etc. Mais les deux sont du travail dans tous les cas. Dans mon cas, en tout cas. D'accord. J'ai la même. Pour moi, bon, auparavant, ça devait être 70-30 et aujourd'hui, je dois être à 90-10 à peu près. D'accord. Je passe beaucoup plus de temps. Alors, combien de temps? Alors, moi, là, on peut le prendre comme une faiblesse, mais pour moi, c'est une force. Burn-out de ma pression passée, c'est que j'ai des curseurs et je fais la part des choses. Donc, à un moment donné, j'ai aussi une checklist avec, voilà, est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que je vais finir en prison? Est-ce que ça va me coûter plus de X milliers d'euros? Est-ce que, voilà, je vous la fais en cours. Si la réponse est non, c'est ça attendra demain, voilà, par exemple. Parce que sinon, quand on est entrepreneur, ça peut être c'est du 100%. On se brosse les dents le soir, on est en train de penser à la journée du lendemain. On se lève le matin, on boit le café, on pense à la journée du jour. On pense à la nouvelle idée à avoir. Notre cercle, qu'il soit amical, professionnel, forcément, ben, c'est un projet, on y passe beaucoup de temps. Donc, les conversations vont être alors, comment marche ton affaire? Alors, est-ce que et donc, ça tourne énormément autour de ça. Il faut s'en protéger. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre, ce qui reste, bah, ça part pas à ma passion en termes de temps. Ça passe à du repos, ça passe à passer du temps avec les gens que j'aime et qui sont importants pour moi. Bah, parce qu'en dehors aussi de la société, on a une vie aussi, on a une maison, on a des choses à faire. Donc, si c'est pas l'administratif de l'entreprise, c'est celle du particulier, c'est gérer les enfants, c'est voilà, faire d'autres choses à côté. Et après, moi, j'ai de la chance, ma fille est grande. Et ça aide. Honnêtement, avec des enfants en bas âge, ça aurait été, je pense, différent. Hmm. Merci. Alors, on avait une question de Marion sur l'importance de l'étude de marché, mais
On a déjà donné des éléments de réponse avec un lien. On va prendre la question suivante, c'est celle de Jean. Quels ont été vos premiers clients? Est-ce que c'était votre cercle? Est-ce que c'était des prospects? Après combien de temps après le lancement êtes-vous parvenu à vous rémunérer? Et est-ce que vous avez des employés? Et sinon, est-ce que vous souhaitez en prendre? Et votre charge de travail hebdomadaire. C'est 5 questions en une. On les prend dans l'ordre. Lydia. Alors oui, au départ, ça a été le réseau. On va pas se voiler la face. Des gens, on avait communiqué un petit peu en amont. Donc vraiment, les premiers clients, ça a été des connaissances ou des connaissances de connaissances de connaissances. Après, moi, bizarrement, j'ai été très surprise parce que j'avais fait 0 démarchage. Aujourd'hui, le business to business, ça représente, et les événements, ça représente 70% de mon activité. Donc, c'est pas rien. Que du bouche à oreille, c'est-à-dire 0 démarchage. Et en début d'activité, j'ai eu en 1 mois et demi 25 demandes de devis tombées de nulle part, juste de gens. Donc, c'est bien qu'il y avait un réel besoin. Il y avait un réel besoin en local, notamment pour les entreprises, d'avoir un lieu où on peut faire du team building, de l'événementiel, du séminaire, se restaurer, boire un verre, enfin voilà. Donc c'est venu un petit peu tout seul, via le réseau toujours. Moi, je pense que le réseau, c'est très important. Au départ, ça rassure, ça permet d'avoir des retours objectifs aussi. On peut poser les questions de moi alors, et qu'est-ce que tu en penses, et de faire certains ajustements que des clients lambda ne diraient pas. Oui, j'ai des employés. J'en avais 2 au départ, j'en ai 1. J'ai passé énormément de choses en sous-traitance, prestation de services, pour différentes raisons, notamment une, quand on a un effectif réduit, quand on est 1 pour 1, c'est très difficile que quand on passe par une société extérieure, la personne n'est pas là, on la remplace. Donc moi, c'est ce qui m'a permis un petit peu de prendre un peu d'air. Charge de travail hebdomadaire. Officiellement, le centre est ouvert 5 jours sur 7. J'ai quand même dimanche, lundi. Mais comme je disais tout à l'heure, les heures, on les compte pas. Je fais entre 14 et 16 heures par jour si on est au cumulé. Ouais. Et toi, Estelle? Alors, pour répondre à la première question, moi, mes premiers clients, c'était des clients de mon réseau, parce que moi, je faisais déjà ce métier avant, mais pour un autre studio qui avait fermé entre-temps. Et du coup, c'est des personnes qui me connaissaient déjà. Donc, on va dire que c'est mon cercle, pour répondre à la question. Et ensuite, c'est grâce au bouche à oreille et surtout la communication sur les réseaux sociaux que j'ai pu augmenter ma clientèle. Clairement, je crois que c'est une question qui vient plus tard, mais clairement, moi, c'est grâce aux réseaux sociaux que je prospecte. Et ensuite, alors après combien de temps après le lancement, je suis parvenue à me rémunérer? Alors moi, c'est un peu délicat comme question parce que du coup, j'étais demandeuse d'emploi quand j'ai démarré. Donc en fait, je suis allée au bout de mes droits avant de me rémunérer. Mais je pense que si j'avais pas été demandeuse d'emploi, je pense que j'aurais pu me rémunérer après peut-être 6 ou 8 mois, je dirais. J'ai pas d'employé, justement parce que j'ai pas du tout les moyens d'avoir des employés. En fait, si j'avais un employé, je me rémunérerais pas. Donc du coup, je peux pas avoir d'employé pour l'instant. J'aimerais bien en prendre un jour, mais en fait, ma structure est trop petite pour le moment pour pouvoir le faire. Il faudrait que j'ai 2, 3, 4 studios pour y arriver. Et au niveau de ma charge de travail hebdomadaire, c'est une excellente question. Alors ça, c'est pareil, c'est une question qu'on pose beaucoup quand on est salarié, parce qu'on a l'habitude d'avoir un nombre d'heures plus ou moins précis selon si on est cadre ou pas. C'est vrai que quand on est entrepreneur, on ne compte pas du tout. Et je pense que ça dépend. J'ai des semaines où je travaille beaucoup parce que le studio est ouvert le samedi et le dimanche. Il y a des semaines où j'y suis tout le temps, tous les jours. Mais il y a des semaines qui sont aussi plus calmes. Ça dépend de la saison, je dirais. Donc, je sais pas, mais c'est pas non plus. Je pense qu'il y a des périodes où j'ai quand même le temps de prendre du temps pour moi et d'autres périodes où je travaille tout le temps. Mais je saurais pas répondre à cette question. En fait, on s'en rend pas compte. On n'arrive pas trop à calculer notre charge de travail. D'accord. Mais je crois que tu n'es pas la seule à donner des cours dans ton studio, en revanche. Oui, alors oui, c'est vrai. Tu n'as pas d'employé, tu as développé autre chose. J'ai pas d'employés, par contre, j'ai énormément de micro-entrepreneurs. On est 14. Et en fait, pour le coup, c'est pas des employés parce que chacun fait juste 2 ou 3 heures par semaine, en fait, en plus de leur travail de salarié. Donc oui,
Je ne suis pas toute seule, clairement. Mais Et effectivement, donc, c'est pas le même coût qu'un employé, quoi. ouais, bah, bien sûr. Et donc finalement, tu ouvres la porte à des personnes qui faisaient exactement la même chose que toi à l'époque où tu étais salariée, c'est ça? Complètement, c'est exactement ça. Donc voilà, ça finalement développer ce type de coopération, ça peut être aussi une bonne façon de, pallier le fait qu'on n'a pas forcément un budget pour recruter, en direct. Oui, complètement et ça me permet aussi de proposer une variété, de coachs aussi aux clients. Parce que si j'avais des employés, j'en aurais peut-être 2. Enfin je pourrais pas me le permettre, mais j'en aurais 2 pour tous les cours. Alors que là, on est 15 à donner plein de cours différents avec plein de profils différents, donc c'est sympa aussi, ouais. Mmh. Moi, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que je pense que j'avais sous-évalué au début la communication. On parle de réseaux sociaux, on parle de plein de choses. Je me disais, je suis du secteur, j'ai un réseau, j'étais dans une très grosse entreprise, je connais plein de monde, le milieu du golf, je connais plein de monde, j'ai fait de la compète, et donc budget com de départ, voilà, très faible. Je suis à peu près à l'aise avec les réseaux. Moi, je reste old school, moi, c'est plus du Facebook, des choses comme ça. Bon, j'ai eu du mal à me mettre à la page avec d'autres réseaux. J'ai de la chance, ça fait partie de ma cible, les gens qui utilisent ces réseaux-là. Mais vraiment, je pense que j'aurais pu accentuer et j'aurais gagné en temps et en énergie au départ si j'avais attribué un petit peu plus de budget et peut-être de temps au lancement sur la partie communication, marketing, réseau. OK, merci Lydia. Clarisse. Hem on va prendre la question suivante. C'est une question de Cyril qui dit, «Avez-vous mis votre site internet en ligne tel quel au démarrage de votre activité? Ou êtes-vous passé par, différentes étapes au fur et à mesure de l'avancée de votre projet? Est-ce qu'il y a eu, un blog, un site vitrine? Est-ce qu'il y a un élément important de votre démarchage marketing? Et quel budget y avez-vous consacré?» Ça nous fait une belle transition avec ce que tu disais juste avant, Lydia. Ouais, vas-y Estelle. Oui, alors, oui, je voulais répondre à cette question parce que moi, pour le coup, je l'ai mis en ligne avant l'ouverture parce que je pense que c'est ultra important. Après, ça dépend de l'activité, bien sûr, mais en fait, on parlait de communication tout à l'heure, on a beau avoir une super offre, si personne ne connaît l'existence de cette offre, en fait, ça sert à rien, quoi. Et le site internet, justement, il est là pour ça. Il est là pour faire connaître notre offre. Et du coup, je pense que c'est bien d'avoir un site abouti avant le lancement officiel du projet. Et surtout, c'est super important de travailler sur son référencement. Parce que pareil, il y a plein de sites qui sont super jolis, mais en fait, s'ils ne sont pas référencés, ça ne sert à rien aussi. Et du coup, pour moi, c'était le point le plus important, le site web. Et du coup, j'ai quand même consacré un bon budget. Et c'était la priorité avant même les réseaux sociaux, au Mmh. début. Ouais, ouais, ouais. Et étant donné que, c'était ton ancien métier, la communication, tu avais les bonnes compétences sur lesquelles t'appuyer Oui. pour aider à Oui, oui, clairement, c'est vrai que pour le coup, la com, alors ça, je rebondis aussi sur la première question qu'on avait eue sur la charge de travail. Moi, la com, c'est 30 de mon travail quotidien, pour le coup. Je passe vraiment énormément de temps là-dessus parce que c'était mon métier. Du coup, j'aime faire ça et j'ai l'habitude de faire ça. Et je pense que c'est essentiel. Et souvent, on la laisse de côté, la com. Et en fait, c'est vraiment important. Que ce ouais, soit ouais, sur ouais, les réseaux, bon, ça dépend du réseau selon la cible et surtout le site internet, quoi. ouais. Et et toi, Lydia? Alors moi, mon site internet, il était très beau. Il est toujours très beau. Je suis en train, 18 mois après, de travailler justement sur les lacunes qui sont le référencement. Voilà, c'est fait. Alors après, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, mon site était en place avant même que l'on ouvre. Ça permettait déjà un petit peu aux gens de voir un petit peu ce qu'on allait proposer, etc. En plus, moi, j'ai une plateforme pour me dégager et me libérer de réservations en ligne. Donc, ça permettait de faire la passerelle. Moi, j'étais un petit peu en retard, mais j'avais trouvé cet outil, enfin, cette opportunité assez intéressante. C'est-à-dire que même avant d'ouvrir, tu peux avoir des réservations. Et donc, ça te fait de la trésor et ça te fait du cash flow. J'ai raté un petit peu le coche où les gens réservent en ligne et donc tu as déjà de l'argent qui rentre avant même d'ouvrir. J'ai pas réussi à tenir le timing, ayant d'autres choses. Je le regrette un peu. Après, c'est comme ça, faut pas regretter. Mais enfin, voilà, je pense que ce volet-là est très intéressant. Après aussi, la difficulté, c'est qu'un site internet, de toute façon, c'est notre vitrine.
Donc, quand on change, quand on améliore, quand on propose de nouveaux services, c'est vraiment un outil où il faut être vigilant et d'être toujours à jour et au fait avec ce qu'on fait, nos évolutions, de façon à ce que nos clients voient à l'instant T en réel, vraiment ce qu'on fait et ce qu'on peut faire. Et bizarrement, parce qu'on parlait de réseaux sociaux, moi j'ai encore plein de gens qui sont très réfractaires aux réseaux sociaux. Non, je n'ai pas les réseaux. Non, je n'aime pas les réseaux. Et si on ne fait que ça, en fait, on peut se couper d'une partie de la population qui est plus importante que ce que je pensais. Parce que moi, on va dire, au départ, quand les gens venaient, bonjour, comment vous avez entendu parler de nous, comment est-ce que vous nous connaissez pour les clients lambda que je ne connaissais pas, puisque c'était important. Bizarrement, j'avais une très grosse partie qui me disait, en même temps, vous avez sur votre bâtiment des pancartes énormes comme ça, on ne peut pas vous louper. OK. Et après, voilà, comment est-ce qu'on peut vous suivre par la suite? Sur les réseaux sociaux. Ah, mais non, mais moi, je n'ai pas de réseaux sociaux. Donc, je pense que vraiment, le site internet, c'est très important. Et référencement, j'y travaille. Je me fais accompagner parce que c'est pareil, c'était pas au top. Oui, et puis ça demande des compétences. Si on les a pas, en effet, il faut les trouver. Tout à fait. Il est 12h56. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. On va prendre celle d'Eric, où il nous dit: est-ce qu'avec le recul, vous arrivez à déléguer certaines tâches, justement? Donc toi, tu délègues le référencement. Lydia, est-ce qu'il y a d'autres Ouais. choses que tu délègues? Alors, tout dépend. Heureusement, il faut déléguer. Je pense que le seul truc, c'est qu'après, il faut avoir les gens pour déléguer. On parlait de ressources tout à l'heure. Bon, moi, ma carrière passée, j'avais 280 personnes dans le monde entier, donc si je déléguais pas, donc je suis quelqu'un qui sait déléguer. Par contre, on peut avoir un petit peu plus de mal quand c'est son entreprise, son bébé, que quand on est dans le salariat auparavant, parce que les impacts ne sont pas les mêmes. Les degrés de confidentialité aussi des informations ne sont pas les mêmes. Après, moi, je travaille dans l'objectif de pouvoir déléguer long terme, mais je pense qu'en début d'activité, quand on est en train de structurer, qu'on fait une activité, c'est très difficile et qu'on doit réajuster en permanence. C'est très difficile de déléguer. Attention, certaines tâches, bien sûr, heureusement, je ne fais pas 100% des choses. Mais on va dire que j'ai vraiment ciblé ce que je pouvais déléguer, selon le peu de ressources que l'on avait. Voilà. Très bien. Et toi, Estelle? Alors moi dans mon cas, ça dépend de quoi en fait, parce que du coup j'ai pas d'employé, donc je peux pas tout déléguer non plus. Mais typiquement, quand il y a des choses que je considère qu'un expert ferait mieux que moi, il y a beaucoup de choses que les experts font mieux que moi. Enfin, souvent je les délègue. Typiquement le référencement, moi aussi je l'ai délégué parce qu'en fait c'est super complexe. La création de mon site, je l'ai délégué. La création de mon logo, je l'ai délégué. Et après, là où j'ai eu plus de mal à déléguer au début, moi, c'était pour les cours parce que j'en donnais énormément. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais obligée parce que j'étais trop fatiguée. Et donc, du coup, j'ai délégué, j'ai pris des micro-entrepreneurs, quoi. Donc, oui, j'arrive quand même bien à déléguer. Après, c'est sûr, il y a des choses qu'on aime faire et que, en fait, c'est fou, hein. C'est pas une question d'ego, mais des fois, il y a des choses qu'on aime beaucoup faire et qu'on se dit, on a tendance à se dire, ah non, je suis pas sûre que quelqu'un d'autre arrivera à la faire de la même manière ou elle la fera pas comme moi je veux. Et c'est dommage parce que souvent, c'est bien d'avoir d'autres points de vue. Mais du coup, oui, je pense que c'est un travail que je continue à faire. C'est pas facile de tout déléguer, mais c'est important de le faire, je dirais. Voilà. Moi, si je pouvais D'accord. aussi compléter, je pense que le fait de dire, voilà, il faut avoir conscience aussi que être entrepreneur, ça veut dire des compétences RH, des compétences juridiques, des compétences comptables, des compétences financières, des compétences. Et en fait, moi, j'ai vraiment fait j'ai vraiment pris le parti de, voilà, j'avais deux volets qui pour moi me semblaient un petit peu le nerf de la guerre et c'était pas l'endroit où j'avais le plus de compétences. Ça va être tout ce qui est juridique et tout ce qui est comptable et finance. Et c'est là où j'ai mis le paquet et où je me suis bien fait accompagner, où je délègue au quotidien et où je suis bien accompagnée, parce que c'est là où j'avais le plus de lacunes. Très bien.
Eh bien, il est 12h59. Donc, si vous regardez dans le chat, Anne-Gaëlle a posté les portraits vidéo de Lydia et Estelle, puisqu'elles sont talent BGE 2025. Donc, vous avez des vidéos où elles nous en disent un petit peu plus si vous avez envie de les découvrir davantage. Il y a aussi leur portrait en texte sur le site bge.so.fr. Donc, n'hésitez pas à venir les consulter. Et puis, il reste un webinaire talent dans une quinzaine de jours où le thème, c'est entreprendre autrement, innover sans être une start-up. Donc, n'hésitez pas si le thème vous intéresse à venir. Il me reste à remercier tout le monde, donc toutes les personnes qui se sont connectées pour voir le webinaire, puis celles qui vont le voir en replay, et puis surtout un immense merci à Lydia et Estelle qui ont pris du temps pour être là aujourd'hui, et puis pour témoigner, et puis pour vous parler des choses un petit peu honnêtement, sans filtre, et puis sur la réalité du terrain. Merci à vous, mesdames. Merci à tous de nous avoir écoutés. Belle journée. Bonne journée, au revoir.